Bonjour à toutes et tous. Nous voilà dans cette première table ronde de lancement des Journées françaises de l'évaluation, dédiée à l'évaluation en transition. Et donc, le thème de cette première table ronde est l'évaluation percutée par les transitions. Et donc, pour discuter de ce sujet, pour répondre à cette question, nous avons la grande chance d'avoir autour de la table 5 personnes. Madame Quinault, qui est directrice générale des services de Rennes Métropole et de la ville de Rennes. Antoine Durand, qui est responsable du transition écologique et emploi au RAC et aussi donc effectivement co-responsable du master gouverner les mutations territoriales à Sciences Po Rennes. Madame Marie-Hélène Méling, qui est conseillère au CESE, membre de la commission environnement, et on y reviendra, la commission environnement qui a publié un rapport sur l'évaluation des politiques environnementales. Madame Jacqueline Roisil, qui est directrice régionale de l'ADEME en Bretagne, et Monsieur Thierry Burlot, qui est président du comité de bassin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et ancien président du conseil d'administration de l'Agence française de la biodiversité et de l'Office français de la biodiversité, oui, bien évidemment, et qui a été aussi à la région Bretagne. Alors, quelques mots peut-être d'introduction avant de laisser la parole à nos intervenants. Alors, c'est sûr que ce terme de transition, ça a été évoqué dans l'introduction, qu'elle soit sociale, écologique ou démocratique, c'est un sujet à la mode. C'est ce qui nous permet peut-être d'être aussi nombreux finalement rassemblés sur ces JFE. C'est aussi la raison pour laquelle nous y consacrons ces 2 journées. Mais peut-être qu'on a aussi besoin de repréciser un petit peu ce que veulent dire ces mots de transition qui sont souvent utilisés, peut-être un peu galvaudés. Et donc, si on doit y revenir très rapidement, les transitions, c'est toutes les transformations profondes, parce que c'est un changement d'air qui nous accompagne et qui vont toucher donc à la fois nos modes de vie, nos économies, nos institutions et nos manières de faire société. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été aussi évoqué précédemment, mais bon, la transition écologique, elle vise bien évidemment à repenser nos modèles de production et de consommation pour répondre à l'ensemble des problématiques environnementales et bien évidemment au premier lieu à la crise climatique et à la perte de biodiversité. La transition sociale, elle va chercher à rendre ces changements justes et inclusifs pour ne laisser personne de côté. Et la transition démocratique, enfin, elle va interroger la manière dont on associe les citoyens à ces grandes décisions collectives de changement. Alors bien évidemment, ces transitions, qu'elles soient voulues ou qu'elles soient subies, elles bousculent déjà nos façons d'agir, de décider et donc aussi potentiellement d'évaluer les politiques publiques. Elles vont se traduire bien évidemment par des politiques publiques, alors qui continuent, qui intègrent bien évidemment ces dimensions de transition, mais aussi par des politiques publiques plus spécifiques, du niveau national, stratégie nationale bas carbone, des plans climat territoriaux à l'échelle locale, des projets alimentaires territoriaux, j'en passe et des meilleurs. On a des politiques qui sont tout autant sectorielles que plus systémiques, aussi descendantes que ascendantes, avec de nombreuses démarches et de projets de transition territoriale. Et toutes ces démarches, effectivement, elles demandent de nouvelles manières de coopérer, de piloter et bien évidemment d'évaluer. Et donc cette évaluation, telle qu'on la pratique depuis de nombreuses années, se retrouve questionnée de toutes parts sur ses méthodes, sur son utilité, sur le sens qu'elle prend dans un monde qui est effectivement en pleine mutation, comme le disait Virginie tout à l'heure. Du coup, notre première table ronde, elle va viser justement à se demander dans quelle mesure l'évaluation est en capacité de répondre aux défis de ce siècle. Est-ce qu'elle peut trouver sa juste place face à l'urgence à agir, face aux attentes citoyennes, face à la complexité des transitions en cours? Du coup, on va procéder en 3 grands temps autour de 3 questions finalement qui sont sous-jacentes. La première, ça sera effectivement de voir dans quelle mesure l'évaluation adopte le bon rythme et dans le juste temps face à l'urgence à agir, et qu'est-ce qu'il faut changer pour nos pratiques. Je voudrais bien inviter Madame Quinault, avec qui j'avais pu échanger et qui, dans la préparation, évoquait la nécessité ou le fait de dire qu'on n'a plus de temps pour des actions qui n'ont pas d'impact. Donc, si vous voulez bien
Voilà, rebondir sur cette première question, Madame Quinault. Merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que sur la question de savoir si l'évaluation adopte le temps juste, je dirais que dans la situation actuelle où sont les différentes parties prenantes de la transition écologique, alors je pense aussi bien acteurs publics, acteurs privés que citoyens, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça soit le temps de l'évaluation qui empêche d'adopter les bonnes actions. Parce qu'aujourd'hui, on ne manque pas d'informations sur tout ce qu'il faudrait mettre en place pour aller dans le sens de la transition écologique. Il y a énormément d'actions, tout ce qu'on appelle les actions sans regret. On est sûr de ne pas se tromper, on a tous les éléments. Donc on pourrait difficilement prétendre que c'est le temps de l'évaluation qui ralentit la mise en place de ces différentes mesures. Si je prends un exemple, si aujourd'hui au niveau européen, l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 est remise en cause, je ne pense pas que ça soit parce qu'on attend des éléments d'évaluation démontrant que ça serait utile. Donc voilà, là je trouve qu'il y a un peu une espèce de risque de faire porter le chapeau à l'évaluation dans un retard pour se mettre en mouvement. En revanche, et d'une certaine manière, c'est peut-être un peu plus critique de l'évaluation. Je pense qu'il y a pour le coup des limites méthodologiques un peu plus profondes dans ce que l'évaluation peut faire pour faire progresser la transition écologique. Et moi, j'en vois deux principalement. Il y a le fait que sur la transition écologique, mais toutes ces transitions, d'ailleurs ça a été dit en introduction, c'est des phénomènes extrêmement systémiques, complexes, et des tendances qui sont des tendances lourdes et de fond. Et là où l'évaluation, elle a vocation justement à beaucoup travailler la question de la causalité entre une action, bon, pour moi une action publique, et un phénomène sur des sujets qui sont aussi systémiques que ceux-là, et qui donc sont sur une échelle territoriale en général très vaste. Cette démonstration du lien de causalité, d'un point de vue vraiment très, très pragmatique, très technique, elle n'est vraiment pas évidente à faire. Et là encore, je prendrai un exemple. Évaluer l'impact sur la qualité de l'air d'une ZFE, quand on sait à quel point la qualité de l'air, elle est pour le coup pas du tout territorialisée, voilà, on se demande si c'est même possible. Et puis la deuxième limite, alors là qui est très particulière, je crois, à la transition écologique, c'est que la particularité de la transition écologique, c'est que ça implique une évolution profonde de nos modes de vie, de nos modes de consommation, y compris de notre hiérarchie de valeurs. Et du coup, on ne sait pas quel est notre point d'atterrissage. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit que... je vais reprendre ce qui est dit dans le PCAET de Rennes Métropole. On veut vivre sur un territoire durablement écologique et social. L'évaluation, d'ailleurs c'était repris dans les citations de M. Ballet, ça essaye de caractériser ce qu'on fait par rapport à un objectif. Mais là, décrire cet objectif, en fait c'est très très compliqué. On ne sait pas quel est notre objectif. Ce qu'on sait, c'est à peu près la direction. Et donc je me dis que... par rapport à cette question de la transition écologique, j'ai l'impression souvent qu'on a moins besoin d'une évaluation au sens vraiment rigoureux qu'on utilise habituellement que d'une boussole. C'est-à-dire la boussole, on se dit, bon bah voilà, le nord il est à peu près là, voilà mon cap, et ce que je veux savoir c'est si ce que je suis en train de faire, ça m'éloigne, enfin, est-ce que je garde à peu près mon cap, ce qui est pas tout à fait... enfin, je pense pas que ça réponde tout à fait au canon de l'évaluation, mon histoire de boussole. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un peu plus de ça dont on a besoin sur la transition écologique. Merci beaucoup. Du coup, peut-être en écho à ce que vous venez d'évoquer sur la boussole, Madame Roisil, dans la préparation, toujours, vous avez mis l'accent sur, face à l'urgence, face au juste temps, à la question de la prospective et du lien, malgré tout, qu'il faut établir entre évaluation et prospective. Je prends votre micro.
Bonjour à toutes et tous. Alors, si vous permettez simplement, moi je veux préciser que je suis directrice régionale donc, de l'agence en région Bretagne, l'agence de la transition pour la transition écologique, opérateur de l'État. Simplement, je ne suis pas praticienne de l'évaluation, mais donc l'ADEME, on produit des méthodes et on a aussi une équipe d'évaluation qui est présente dans la salle et donc on participe à ces journées. Et donc, bon, voilà, mon propos dézoome peut-être un peu par rapport à cette problématique même de l'évaluation. Et effectivement, sur la question du agir maintenant, parce qu'il y a une urgence à agir, hein, on sait que le changement climatique, les dérèglements accroissent les inégalités, etc. Et donc, il y a vraiment cette urgence à agir. Et donc, agir maintenant pour une politique, effectivement, sociale, économique différée. En fait, c'est vraiment ce sujet du très court terme et du plus long terme. Et du coup, l'ADEME aide aussi à quantifier, à faire des évaluations macroéconomiques, sociaux, de scénarios prospectifs, de vision long terme. Et comme ça a été dit, pas pour décider, mais pour apporter un éclairage aux décideurs. Et donc, ces visions 2050 ont montré des chemins très contrastés de neutralité carbone en 2050 en termes d'impact économiques, sociaux. Et c'est en ça, je pense, que ça apporte, et l'image, j'aime beaucoup l'image de la boussole par rapport à la direction que l'on doit prendre, c'est vraiment ça, c'est apporter de l'éclairage en élargissant le sujet, effectivement, de l'atteinte des résultats. Quels sont les bons indicateurs qu'on va évaluer pour mesurer le chemin que l'on prend et que l'on fait vers ce cap. Effectivement, cette question du temps, nous-mêmes à l'agence, on conduit donc des politiques publiques avec des moyens que l'État nous confie. Par exemple, le Fonds Chaleur, qui est un fonds assez connu, 800 millions d'euros cette année. L'année prochaine, on ne sait pas, mais on espère qu'il sera maintenu au même niveau. Bon, on est évalué très clairement. Nos tutelles ministères nous attendent sur l'efficience de l'euro public investi pour faire de la substitution d'énergie fossile par des renouvelables. Donc, mais ce seul critère, et cet après-midi, Isabelle, ma collègue, anime un atelier sur ce sujet à partir de cet exemple pour dire, mais comment, justement, on peut aussi nous prendre la dimension d'une transition juste dans l'évaluation de nos politiques pour le compte de l'État. C'est vraiment ce sujet-là qui nous anime et qu'on doit aussi améliorer, très clairement. Moi, je pense que ce champ de l'évaluation, on est dedans, on y est impliqué, mais les curseurs changent. Et donc, il s'agit d'embarquer tout le monde. Et voilà, je ne vais pas poursuivre, mais... Merci beaucoup. Mais du coup, je vais repasser la parole à Thierry Burlot parce que toujours dans ces échanges préparatoires, Thierry, vous avez mis l'accent sur la nécessité de tracer le chemin et de l'importance que l'évaluation peut apporter effectivement. On en revient toujours à ce mot peut-être clé de la boussole, mais je vous laisse réagir. Merci. Alors, moi, je suis président du comité de bassin et donc en charge de la planification de l'eau, si je puis dire. Et donc, on évalue la politique de l'eau en France à partir d'indicateurs sur la qualité de l'eau. Donc ça, on sait faire, on le fait bien. Et on est capable de mesurer les progrès, les efforts réalisés sur ces sujets-là. En Bretagne notamment, où on était dans cette région, la première à rentrer dans les contentieux européens sur les nitrates, puisqu'on dépassait les 50 mg par litre sur tous les fleuves, voire même dépassé les 100 mg par litre. Et on a été capable, à partir d'indicateurs, de prendre conscience. Et avec la profession agricole notamment, aujourd'hui, on a réussi à faire des progrès qui sont évalués. Et à tel point que, au moment où je vous parle, la région Bretagne est la première région d'Europe à sortir du contentieux sur ces fameux nitrates. Donc on est capable de faire et d'évaluer une politique. Là où ça se corse, si je puis dire, c'est avec le dérèglement climatique. C'est que non seulement on a ces problèmes de qualité d'eau qui continuent, puisque maintenant on ne parle plus trop de nitrates, mais on parle de pesticides, on parle de PFAS, on parle de tous ces sujets-là. Et on parle surtout du manque d'eau ou du dérèglement du grand cycle de l'eau. Et là, on a affaire à un autre sujet, d'une ampleur considérable.
Parce qu'évidemment, plus le système hydrologique est déréglé, plus on a des soucis de qualité. Alors pour la Bretagne, par exemple, c'est assez paradoxal de dire ça, mais c'est la réalité, on est face demain à un manque d'eau en Bretagne. En Bretagne. Vous imaginez les Pyrénées-Orientales. Alors, si je vous dis ça, c'est que quels sont les grands enjeux qui sont posés à la Bretagne aujourd'hui? On a une Bretagne à 3 300 000 habitants. On nous annonce une Bretagne à 4 millions d'habitants. Fantastique. On va devenir un Eldorado. Tout le monde va venir en Bretagne. Puisqu'il va faire tellement chaud au sud que tout le monde va venir en Bretagne. C'est d'ailleurs ce qu'on vit aujourd'hui. N'est-ce pas, mon cher? C'est exactement ce qu'on vit. Vous imaginez, on pourrait gagner un département comme les Côtes-d'Armor. Ben aujourd'hui, il nous manque 50 millions de mètres cubes pour faire ça. Il nous manque 50 millions de mètres cubes pour faire ça. Alors pas l'hiver, quand ça coule de partout. Mais l'été, quand nos rivières ont des débits qui s'effondrent et qu'on n'a pas d'eau souterraine et qu'on a une vulnérabilité armoricaine qui est terrible. Alors là, ça nous pose la question des usages de l'eau. Et les usages de l'eau en Bretagne, c'est quoi? Ben c'est à plus de 50% l'agriculture et l'élevage, qui sont aujourd'hui aussi très, très fragilisés. L'urbanisation, être en capacité d'apporter l'eau potable aux populations, mais aussi être capable d'épurer les eaux. Le plus grand fleuve breton, la Vilaine, qui fait 30% du territoire armoricain. Le débit d'étiage de la Vilaine, le débit à l'étiage de la Vilaine correspond au débit du rejet des stations d'épuration de Rennes Métropole et de Redon. Donc là, il y a urgence. Et si je vous dis ça, c'est que hier, j'étais à Paris à une réunion de présentation des travaux du haut-commissaire au plan sur ces sujets. J'ai évidemment regardé avec attention les scénarios proposés. Alors les scénarios tendanciels, les scénarios de rupture qui sont écrits par l'ADEME d'ailleurs. C'est très intéressant d'ailleurs, je vous invite à aller voir. Eh bien, les scénarios même de rupture en Bretagne ne passent pas. Et le scénario de rupture en Bretagne, c'est quoi? C'est on arrête l'élevage. Hors sol, carrément. On met 60% des terres agricoles en prairie. Et je ne vous parle pas des besoins en eau de la population. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, le facteur limitant au développement économique de la Bretagne, à l'urbanisation de la Bretagne, à la santé des Bretons, c'est l'accès à l'eau. C'est ça le sujet. Et pour revenir à la question que vous m'avez posée, quels sont les indicateurs qu'on utilise pour suivre la boussole et être capable d'être dans l'axe? Eh bien, les indicateurs, c'est quel modèle agricole, quelle transformation profonde on va engager, quelle urbanisation, on urbanise où, on aménage le territoire breton comment. Une autre spécificité bretonne que je vous donne parce qu'elle est intéressante. Quand vous prenez l'état des masses d'eau en Bretagne, c'est-à-dire l'état de la qualité de l'eau de nos fleuves, sur la Bretagne armoricaine, c'est 30% de conformité au moment où je vous parle. Donc ça veut dire 70% de non-conformité. Ce qui place la Bretagne comme la première région de France en matière de résultats et d'atteinte de la DCE. On aurait tendance à dire qu'on est les plus mauvais, on est les meilleurs. Vous savez qu'en Pays de la Loire, c'est 11% de conformité. Alors vous dites, mais comment ça se fait? On ne parle jamais des Pays de la Loire. Comment ça se fait? Alors vous regardez la Bretagne, 65% de masse d'eau conforme en Finistère. Ce qui place le département du Finistère comme le département le plus aux normes de la métropole. 2% de conformité en Ille-et-Vilaine. Vous m'avez entendu? 2% de conformité en Ille-et-Vilaine. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il pleut 1,50 m en Finistère et il pleut 600 mm dans le bassin rennais. Donc, moins ça tombe, ben, moins ça dilue et plus c'est fragile.
Mais quand vous regardez cette carte et que vous la comparez à la carte de l'aménagement et du développement économique de la Bretagne, le développement, il se fait où? À l'est ou à l'ouest? Donc demain, et ça, il faut en prendre conscience, les territoires qui seront sur la boussole, c'est les territoires qui auront su s'adapter à cela. Et pour finir, je vais simplement dire que ce n'est plus une question environnementale, cette affaire. C'est une question de modèle économique, c'est une question d'aménagement du territoire, c'est une question fondamentale pour les politiques publiques. Et le budget de l'environnement, ce n'est pas le budget qu'on vote en dernier quand on a parlé des sujets importants de l'économie, tout ça, au début. Non, généralement, c'était la culture ou l'environnement à la fin. Vous voyez, c'était les parents pauvres des politiques publiques. Ben, je pense que demain, il va falloir réinverser tout ça et qu'on commence par parler d'environnement et de culture et de savoir comment on veut vivre demain. C'est ça la question fondamentale qui nous est posée. Merci. Merci Thierry. Pour finir ce premier tour de table, Antoine Durand, vous m'aviez dit effectivement aussi que malgré tout ça, ça ne se ferait pas du jour au lendemain dans cette idée de trajectoire. Est-ce que vous voulez bien préciser, nous redire un petit peu ce que vous imaginez par rapport à ce juste à temps de l'évaluation ? Merci beaucoup, a priori le micro fonctionne. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette question, merci également pour l'invitation. Effectivement, je représente ici une association qui fédère les associations engagées sur la transition écologique et sociale, donc qui porte clairement cette urgence à agir. Mais il y a forcément, pour être réaliste et efficace, une dialectique entre le court terme et le long terme. L'urgence à agir n'implique pas de manière possiblement réaliste, ni l'espoir, ni la possibilité d'un virage du jour au lendemain, par exemple d'un arrêt immédiat des énergies fossiles sur le fonctionnement de nos sociétés. On a besoin de se projeter. On a d'abord ce besoin de se projeter, ça a été rappelé d'ailleurs par Madame Roazil, sur des récits qui sont désirables, ou en tout cas d'ouvrir le champ des possibles. Et l'exercice de l'ADEME Transition 2050, de ce point de vue-là, les exercices de prospective qui sont réalisés, le Césaire a été évoqué tout à l'heure, je sais qu'au niveau de la région Bretagne, ça fait partie des organismes qui travaillent sur ce type d'exercice. Ces exercices de prospective sont indispensables pour pouvoir se projeter sur le temps long, en tout cas imaginer les futurs possibles dans la diversité des scénarios. Mais on a aussi besoin, en termes d'action publique, d'une approche coordonnée, structurée, de type planificatrice, d'une planification écologique. Le Haut-Commissariat à la stratégie au plan a été cité à l'instant par M. Burlot. En tous les cas, on a besoin de ce type d'approche, d'une approche de temps long qui structure les politiques publiques dans la durée. Et je travaille sur les politiques emploi-compétences en particulier, avec des acteurs économiques, avec des OPCO, des acteurs, alors je ne vais pas vous faire la liste des acronymes parce que ce serait imbuvable, même si une bonne partie d'entre vous les connaissent probablement. Sur les politiques emploi-compétences, l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs syndicaux bien évidemment, ont besoin de se projeter sur le temps long. Donc on a besoin d'une planification qui soit constante. C'est un petit sujet en cette année. On a, côté du réseau Action Climat, calculé qu'il y avait eu 43 reculs sur les politiques publiques en termes de politique climatique cette année. Donc c'est vraiment très compliqué de se projeter. Donc on a besoin d'une planification écologique inscrite sur le temps long. Du reste, c'est déjà en partie réalisé. C'est-à-dire que les politiques publiques s'inscrivent avec des objectifs de moyen terme et de long terme. On a le Fit for 55 au niveau européen, avec un objectif de réduction de gaz à effet de serre en 2030, une négociation en cours sur le 2040 au niveau européen, et puis on vise la neutralité carbone en 2050. On porte une attention à ces objectifs de long terme, et donc on a un enjeu pour assurer une trajectoire qui soit constante, résolue, coordonnée dans ce cadre-là, dans ce temps long, avec différentes étapes. Et ce cadre de planification, il doit d'une certaine manière faciliter, il rend évidemment essentiel, j'en suis convaincu, l'exercice d'évaluation des politiques publiques. Il doit aussi d'une certaine manière le faciliter parce que ça nous donne un cap, ça nous donne une boussole et ça donne aussi des éléments de chemin, de politique publique, de priorisation par secteur d'activité. Par exemple, on a évoqué l'électrification d'ailleurs des mobilités. Ça peut être un premier levier et d'autres seront peut-être davantage activés entre 2030 et 2050. Ce temps long,
et celui de l'évaluation, pour rebondir sur un dernier point sur le temps et l'évaluation des politiques publiques. Dans un contexte de planification, on a évoqué en préparant cette table ronde la notion d'accompagnement. Je pense que c'est essentiel parce que il ne s'agit pas uniquement de vérifier en 2032 si on a réalisé notre trajectoire en 2030, c'est important de le faire, mais il faut mettre en place des espaces d'échange avec l'ensemble des parties prenantes clés de ces sujets qui nous permettent de suivre de manière régulière si on est sur la bonne trajectoire et comment on l'ajuste de manière collective. C'est une gouvernance qui est quand même, je pense, globalement insuffisante, en tout cas sur une partie des politiques publiques. Si on prend les fonds européens qui ont été évoqués par Stéphane Perrin en introduction, par exemple, typiquement la génération actuelle, c'est 2021-2027. Si on attend 2029 pour aller avoir les résultats évaluatifs, le budget européen pluriannuel pour 2028-2032, il se négocie maintenant, cette année, donc c'est trop tard. Donc on a besoin de ces démarches d'accompagnement et en quelque sorte initinérées. Merci beaucoup. Madame Elling, du coup, dans le rapport qui a été publié donc, avant l'été par le CESE sur l'évaluation des politiques environnementales, il est mis l'accent notamment donc, du coup, sur la nécessité d'inscrire finalement l'évaluation dès le début des politiques publiques. Est-ce que vous voulez bien nous repréciser un petit peu ce qui est attendu et donc les recommandations qui traitaient de ce sujet? Je vais peut-être, si vous le permettez, quand même prendre 2 minutes pour présenter le Conseil économique, social et environnemental, qui n'est pas forcément connu de tous. Donc 3 assemblées dans la Constitution française, hein, l'Assemblée nationale, le Sénat, et le Conseil économique, social et environnemental, qui est consultatif et qui a la particularité de réunir des personnes engagées dans ce qu'on appelle la société civile organisée. Donc une composition où on va retrouver le monde économique avec les entreprises, le MEDEF, l'artisanat, les agriculteurs, les consommateurs. On va retrouver le monde associatif, des associations très, très diverses qui représentent la société, comme les associations familiales ou ATD Quart Monde, et puis les organisations syndicales aussi dans le pôle économique, et puis tout un pan environnemental, donc des associations comme la Fondation pour la Nature et l'Homme ou France Nature Environnement. Voilà, donc une composition très représentative de notre société dans ses composantes donc économiques, sociales et environnementales. Et notre particularité est de nous emparer de sujets que nous ne connaissons pas a priori de par nos parcours professionnels ou d'engagement, mais d'aller chercher dans ces sujets ce qui peut éclairer les politiques publiques et d'évaluer l'état de ces différents sujets. Et alors, en l'occurrence, dans la commission environnement dans laquelle je siège, on a engagé depuis le début de cette mandature un travail sur la démocratie environnementale, avec notamment un avis sur l'acceptabilité des infrastructures de transition écologique ou un avis sur la participation du public à l'élaboration de ces projets. Et on s'est emparé du sujet de l'évaluation des politiques publiques environnementales. Alors non pas pour les évaluer, on n'avait pas l'ambition d'aller évaluer les politiques publiques environnementales, on a voulu évaluer l'évaluation. Parce qu'on avait cette conviction que dans une période où la transition écologique et les politiques mises en place étaient largement critiquées, soit sur leur efficacité, soit sur leur coût, il était nécessaire de pouvoir les objectiver. Et donc, on s'est emparé de ce sujet. On est parti d'une page blanche et on a dit, voilà, qu'est-ce qui existe en matière d'évaluation ? On a auditionné les acteurs de l'évaluation. On a travaillé avec des Césaire et des CODEV, puisque une grande partie de la mise en œuvre de ces politiques est territorialisée, de même que l'évaluation. Et sur le sujet spécifique de la temporalité, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà un problème de départ, c'est que bien souvent, des politiques publiques environnementales sont mises en œuvre sans
prévoir l'évaluation. Et le jour où on veut faire l'évaluation, eh bien, on n'a pas défini le point de départ, on n'a pas forcément défini l'objectif, on n'a pas d'indicateur, on ne sait pas qui va évaluer quoi, comment. Et donc, on est complètement inefficace et démuni. Et je ne parle pas de petits exemples. On a, par exemple, noté que l'Office français de la biodiversité, qui devait s'exprimer sur la stratégie nationale biodiversité, disait c'est compliqué parce que oui, effectivement, vous m'avez désigné pour le faire, mais il n'y a pas eu d'indicateur, donc je ne peux pas. Ou le Haut Conseil pour le climat, dans le plan national d'adaptation au changement climatique, on prépare le PNAC 3, on consulte le HCC qui dit ça aurait peut-être été bien qu'avant de parler du PNAC 3, on évalue le PNAC 1 et 2 et qu'on en tire des conclusions pour construire le PNAC 3. Ce serait peut-être censé. Donc voilà, en matière de temporalité, je pense qu'il y a vraiment un point crucial, c'est de se dire, avant d'engager la politique, déjà je regarde ce qui a été fait et puis je prévois l'évaluation à venir. Et alors, autre sujet sur la temporalité, puisque là, moi, je suis au niveau national et je suis sur les territoires, j'avoue que j'avais été très marquée quand on a travaillé avec les Césaires par une réflexion d'une collègue de région qui disait mais en fait, à bien y réfléchir, quand on fait de l'évaluation, elle est surtout utilisée par l'opposition. Et là, on s'est dit, il y a quand même un sujet... Et il y a un sujet de temporalité politique. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans un territoire et que vous voulez mettre en œuvre une politique, ça peut être environnemental, ça peut être sur un autre thème, mais vous avez besoin d'un peu de temps pour que ça se mette en œuvre, pour que ça commence à produire des effets. Et puis bien souvent, quand vous commencez à avoir de la matière pour pouvoir évaluer, mais dans un sens, je dirais, constructif, vous êtes très près d'une période électorale. Donc ça n'engage pas trop à se mettre en risque, parce que l'évaluation, malheureusement, elle ne va pas mesurer, malheureusement ou heureusement, parce que c'est son rôle, mais elle ne va pas mesurer que tout ce qui va bien, elle va pointer ce qui est améliorable. Et là, finalement, vous servez à vos interlocuteurs et à vos opposants des arguments qui peuvent vous mettre en difficulté. Donc on a effectivement pointé cette difficulté de se dire, en fait, il faudrait que l'évaluation soit fixée sur un calendrier décalé par rapport au calendrier électoral. Voilà, en première approche. Merci madame. Mais du coup, la transition est toute faite avec le deuxième temps qui visait à discuter plutôt effectivement de savoir si l'évaluation pouvait être un outil au service du compromis, de l'acceptabilité et être capable aussi de se faire entendre. Alors vous disiez là à l'instant effectivement que ça pouvait être utilisé par les oppositions, mais ou aussi dans un monde on sait, qui se caractérise de plus en plus par l'immédiateté, par l'émotion, plus que la rationalité finalement que produit l'évaluation. Et j'ai bien envie de vous redonner tout de suite la main parce que dans votre rapport, vous évoquez aussi la question de la légitimité démocratique et la nécessité effectivement de renforcer la qualité et l'acceptabilité des politiques par l'évaluation. Alors sur ce sujet de la légitimité, c'est vrai qu'on a donc travaillé sur 3 axes pour construire notre avis et qui comporte une quinzaine de préconisations. Et je tiens à souligner que cet avis a été voté à l'unanimité donc par toutes les composantes du CESE. Donc on a réussi à trouver un grand consensus sur la légitimité. Je pense que le sujet est vraiment une association des parties prenantes. Il faut, dès le départ, bien définir quelles sont les parties prenantes et aller les chercher et les impliquer dans cette construction de l'évaluation, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit là aussi bien quand on se demande ce qu'on va évaluer, comment on va l'évaluer et quand, et avec quels moyens. Et il faut que ces parties prenantes soient également associées à la construction de l'évaluation et à l'exercice d'évaluation lui-même. C'est par ça qu'on tirera la légitimité. Et puis, bien évidemment, il y aura ensuite tout le volet de la redevabilité et de la
capacité à rendre compte de l'action et de ses effets. Merci beaucoup. Et du coup, on sait qu'à l'ADEME, Madame Roisil, il y a eu beaucoup de travail sur les changements de comportement qui ont été faits, alors qui posent la question à la fois de comment on arrive à évaluer ces changements de comportement, mais aussi comment on les rend plus acceptables. Est-ce que l'évaluation peut être un outil pour renforcer l'acceptabilité des changements de comportement qui sont attendus sur la transition? Voilà, vaste question. Vaste question, effectivement. Moi, j'ai envie de reprendre le fil sur le fait que cette transition écologique s'impose à d'autres transitions, en fait. Enfin, c'est vraiment en embarquant cette transition écologique et donc en concernant tout le monde, vraiment toutes les parties prenantes de la société, hein, les collectivités, bien entendu, les entreprises, le monde associatif et donc les citoyens, les consommateurs, les usagers, les salariés des entreprises. Enfin, effectivement, pour embarquer tout le monde, il y a des choses qui se passent dans les sphères décisionnelles, effectivement, mondiales, européennes, nationales, locales, mais aussi dans le changement de comportement, très clairement. Et donc, on travaille sur ces sciences du changement de comportement. Donc il y a de la méthode, enfin, il y a de l'évaluation, il y a des recherches-actions, et je pense que ça passe aussi beaucoup par ces terrains de recherche-action. Et puis, moi, je zoome plutôt à une échelle régionale, des initiatives qu'on prend à l'ADEME à une échelle régionale. C'est dans du pilotage, de la gestion de projets d'expérimentation, hein, où justement on va chercher à impliquer toutes ces parties prenantes. Là, on vient de lancer des démonstrateurs sur la consommation responsable. Et donc, il y a bien un sujet d'impliquer ces parties prenantes. Et là, pour le coup, c'est des collectifs de consommateurs, hein, pour les faire changer leurs achats du quotidien, hein, se poser des questions sur la sobriété, sur voilà, des choses très transformantes. Et donc, il faut aussi les impliquer, effectivement, dans la conduite même du projet, sur quels seront les indicateurs qui nous permettront de dire qu'on a fait un pas en avant vers cette transition écologique. Donc c'est vraiment voilà, ce type de projet que l'on conduit à une échelle régionale et avec l'apport des sciences sociales pour nous aider aussi à mesurer ce chemin fait sur le changement de comportement. Merci. Et du coup, j'ai envie de me tourner aussi vers Antoine, parce qu'il y avait une autre dimension qui semblait importante par rapport au concept de transition juste que porte beaucoup le réseau Action Climat et sa participation au fonds de transition juste. Antoine, vous évoquez la question des co-bénéfices qui doivent être peut-être plus mis en avant et qui posent forcément des questions en matière d'évaluation. Comment on arrive à évaluer ces co-bénéfices et à les mettre en valeur? Complètement, vous l'avez parfaitement dit. Mis en avant, mis en valeur, mais aussi construit. Et en fait, on a besoin d'évaluation pour nous aider à définir les chemins. Je dis nous, collectivement, l'ensemble des parties prenantes associées à ces sujets particulièrement complexes. Ça a été évoqué par Laurence Quinault en préambule. Sur la question d'acceptabilité, il y a un enjeu qui est majeur. En préparant là aussi la table ronde, on évoquait la question de l'intersubjectivité. Je voudrais un peu relativiser ce point, déjà rappeler quelques éléments, parce qu'on parle beaucoup de backlash politique et médiatique sur les questions de transition écologique. C'est effectivement plutôt dans certaines sphères médiatiques et politiques que ça émerge, puisque globalement, le soutien est massif à la transition écologique. Je pense que les gens sont tout à fait conscients et très majoritairement conscients du réchauffement climatique, de son caractère anthropique. On a réalisé un sondage avec Ipsos qui est sorti il y a 16 jours, qui montre que 93% des Français constatent l'augmentation des événements climatiques extrêmes. Ils l'attribuent pour 91% au changement climatique et plus de 2 Français sur 3 sont prêts, même s'il y a des efforts à réaliser en termes de coûts d'investissement public, à soutenir un État qui accentuerait, c'est pas sûr que ce soit la direction qui soit prise cette année, mais qui accentuerait la planification écologique. Donc globalement, il y a plutôt un large consensus sur des politiques. Mais ce serait trop facile d'évacuer la question avec ces sondages. On doit aussi regarder les nœuds, les points de blocage, les points de difficulté sur l'acceptabilité de la transition écologique, et ils sont réels. Benoît, vous évoquiez à l'instant la question des emplois dans certains secteurs. Le fonds de transition juste, dispositif européen, il est associé à ce risque de perte d'emploi. Mes collègues étaient la semaine dernière à Sochaux-Montbéliard pour évoquer l'avenir de la filière automobile sur le territoire. Alors qu'on a plusieurs milliers d'emplois, je crois 2000 emplois qui ont été détruits en 5 ans sur ce territoire-là. Évidemment, là aussi c'est un sujet complexe, c'est-à-dire c'est pas la transition écologique qui détruit les emplois chez Stellantis à Sochaux,
en 5 ans, c'est des problématiques c'est des dynamiques économiques et sociales de beaucoup plus long terme. Mais forcément, il y a un enjeu d'acceptabilité d'une transition qui est définie au niveau européen là-dessus. Donc nous, on plaide pour qu'on ait des chemins, des preuves qui soient apportés et qui sont, par exemple, en termes de preuves, des scénarios travaillés sur une planification industrielle, une transition industrielle qui permet d'associer décarbonation, transition écologique, mais aussi acceptabilité sociale. Et sur l'automobile, typiquement, des travaux comme ça a été évoqué tout à l'heure, l'organisation a été évoquée, la Fondation pour la Nature et l'Homme, avec d'autres, avec l'IDRI, avec l'IMT, ont sorti une trajectoire de transition juste qui permettent de relocaliser la production d'un petit véhicule électrique en France et donc décarbonation et préservation des emplois. De la même manière, sur le champ de l'énergie, j'ai échangé il y a quelques mois avec une maire de la presqu'île de Quiberon qui me disait « Moi, je suis engagé sur la transition écologique, sincèrement engagé sur la préservation de la biodiversité, etc. » Mais les éoliennes qui vont apparaître dans le paysage, évidemment, elles gênent les riverains, les habitants de mon territoire. Et je n'ai aucun co-bénéfice à apporter. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, je suis dans le périmètre des communes qui vont bénéficier d'une partie de la ressource, de la rente des énergies renouvelables qui seront produites. Donc là, et je crois que les travaux, par exemple, de Théodore Talon sur ce sujet-là l'illustrent bien. On a besoin que les co-bénéfices soient construits et aillent irriguer les territoires qui vont, pour certains, en partie pâtir, en tout cas avoir quelques désagréments. Et là, c'est une manière de dénouer les nœuds. Pour ça, on a besoin de l'évaluation, évidemment, l'évaluation qui nous montre des chemins et qui s'inspire des travaux de sciences humaines et sociales en la matière. Merci beaucoup. Du coup, vous mettez l'accent sur la dimension territoriale de la chose et du coup, j'ai envie de passer la parole à Madame Quinault parce que du coup, comment ça se passe à Rennes et sur la métropole de Rennes? Quels sont les outils que mobilisent la métropole et la ville pour renforcer l'acceptabilité des politiques de transition qui sont menées sur le territoire? Je sais que on a évoqué à la fois le baromètre qui peut exister, mais aussi des pratiques d'évaluation participative. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, alors effectivement, mais c'est complètement dans la suite de ce que vient de dire Antoine. On a un baromètre de la perception des habitants sur la transition écologique qu'on fait à périodicité régulière et on constate la même chose, c'est-à-dire que le backlash, c'est quand même un discours très construit et qu'en réalité, la prise de conscience, elle est complètement là. Après, ce qu'on peut mesurer dans un baromètre comme celui qu'on fait, c'est quels sont les points de crispation, ce à quoi les gens sont prêts à renoncer, ce à quoi ils ne sont pas prêts à renoncer. Et effectivement, ça fait vraiment ressortir de manière très prégnante la question de la justice sociale, ce qui n'est pas complètement une surprise, mais c'est quand même bien de le redire. Et je pense que oui, l'évaluation, elle peut contribuer à construire des consensus sur le chemin de la transition, dans sa dimension participative notamment. Et là, je voudrais juste mettre l'accent dans la suite de ce que disait Madame Roisil sur la question des changements de comportement. Justement, quand on fait une évaluation avec une dimension participative sur tout ce qui est la construction des préconisations, en gros, là, on arrive à adresser pas seulement des questions quantitatives, mais aussi des questions qualitatives et des questions qui ne sont pas juste rationnelles, mais on arrive sur le champ du sensible et on sait bien que pour progresser en matière de transition, il y a une dimension de désirabilité, il faut que les gens se projettent, il faut qu'on arrive aussi à parler aux émotions. Et donc, dans une dimension participative, on travaille sur cette question du sensible, qui est un complément indispensable à simplement la compréhension des phénomènes et le fait d'accepter sur le principe de changer un certain nombre de choses, mais la bascule des changements de comportement, elle est aussi beaucoup en lien avec cette dimension sensible. Monsieur Burlot, du coup, j'allais dire l'articulation entre cette question de l'acceptabilité et aussi ce qui est le troisième et dernier temps de notre table ronde sur finalement la question de savoir si l'évaluation peut apporter des preuves suffisantes pour mobiliser la société sur le chemin des transitions. Dans nos échanges, vous avez mis l'accent sur la question de la pédagogie à la fois sur ce qui marche, mais sur ce qui ne marche pas aussi pour avancer correctement. Voilà. Merci. J'aime bien l'idée du récit parce qu'il faut qu'on se raconte une histoire tous, parce que sinon on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. Et je pense qu'on a besoin de mettre de la bienveillance, du bonheur là-dedans. Parce que les transitions malheureuses, ça ne passera pas. Hein. On voit bien. Ou on essaye d'éviter.
Donc il faut qu'on change radicalement notre manière d'agir. Moi, je suis frappé, d'abord, la région Bretagne, les régions, je crois, ont une vraie responsabilité. Je pense que l'espace régional, c'est un bon espace pour travailler en cohérence. On a besoin de métropoles, on a besoin de territoires ruraux, on a besoin de territoires qui produisent, qui accueillent, qui forment. Et tout ça, ça doit se faire en solidarité. Et pas les uns à côté des autres, ou encore pire, les uns contre les autres. Je vous invite à aller voir le débat sur le sage Vilaine, sur la question des pesticides. C'est super intéressant. Il y a tous les clivages là. Métropole contre la campagne, la droite contre la gauche, enfin ce qu'on appelait à l'époque. Hein. Voilà, il y a tout ça dedans. Il y a tout ça dedans. Mais attention, hein, la guerre de l'eau est à nos portes. Hein. Et pour avoir fait une médiation sur Sainte-Soline, je peux vous assurer que ça peut aller très loin. Hein. Mais allez voir les débats sur le sage Vilaine, entre les demandes métropolitaines et les attentes rurales. Ah, il y a tous les ingrédients. Et si les territoires ne se parlent pas et ne se comprennent pas, c'est la catastrophe pour la Bretagne. Donc il va nous falloir de nouvelles solidarités entre l'amont, l'aval, la ville, la campagne. Parce que quand on parle de la transition dans la ville et à la campagne, ce n'est pas le même sujet. Hein. Pas du tout le même sujet. Donc si on veut un espace régional qui soit solidaire, il faut lui donner cette capacité à créer ce récit collectif. Moi, je suis frappé, on demande tous de la décentralisation. Ah, bien, très bien. Je suis très favorable. Mais il faut surtout du courage. Parce que la décentralisation, ce n'est pas dépenser l'argent que l'État, soi-disant, dépenserait mal, sans changer les choses. Hein. Et je suis frappé, quand on demande de la décentralisation, on construit nos budgets dans nos collectivités de la même façon que l'État. Les uns à côté des autres. Et malheureusement, les politiques publiques ne se parlent pas. Le président ou le vice-président en charge de l'économie ne parle pas à l'agriculture, ne parle pas à l'aménagement du territoire, ne parle pas à la formation, ne parle surtout pas à l'environnement. Parce que je reviens à la dernière roue de la charrette, parce qu'on en a encore là quand même. Hein. L'environnement, écoute, ça va, 5 minutes. Hein. On a compris. Hein. C'est une question d'experts, de scientifiques. Non, non, surtout pas. Les scientifiques nous ont tout dit, on sait tout sur le sujet. Et d'ailleurs, les citoyens savent plus que les politiques. Parce que les politiques sont en retard sur le sujet. Donc on construit nos politiques publiques, nos budgets de la même façon que ce qu'on a fait depuis 60 ans, alors qu'on sait qu'il faut changer les choses. La question, je vais vous prendre un exemple d'incohérence. Et alors, je ne veux surtout pas avoir un propos pessimiste, parce que je crois qu'on a beaucoup de chance dans ce pays. D'abord, il va continuer à pleuvoir si je parle de l'eau. Mais je dis ça parce qu'on a un pays riche, on a de l'argent. Faut arrêter, bon, l'État, il a ses difficultés, mais on a de l'argent, on sait faire autrement. Je vais vous prendre un exemple. La facture d'eau des Bretons, c'est 600 millions d'euros. Donc, il y a de quoi faire quand même. Hein. La facture de la PAC en Bretagne, c'est 600 millions d'euros. Politique agricole commune. Voilà deux politiques qui ne se parlent jamais. Mais comment voulez-vous régler le problème de l'eau en Bretagne si la PAC ne parle pas à l'eau? Donc on a de l'argent, on sait faire. Je vais vous prendre un deuxième exemple. Aujourd'hui, tout est fait pour encourager les mauvaises pratiques en matière de fiscalité. Je vais vous prendre l'exemple. Vous héritez, dans une famille, vous héritez de 2 terrains. Il y a un terrain qui est constructible et l'autre terrain, il est non constructible. Il est pourri, ça ne vaut rien, c'est une zone humide, c'est nul. Donc celui qui a hérité du terrain constructible, il est content. Il va faire une plus-value. L'agriculteur est content parce qu'il va toucher une indemnité d'éviction. Le maire, il est content parce qu'il va construire. Il aura des enfants à l'école, il va avoir sa DGF majorée, bref, la fiscalité locale, tout va bien.
Et celui d'à côté, lui, il a le terrain pourri, comme on dit, c'est la zone humide. C'est elle qui va préserver l'eau, qui va la retenir, c'est elle qui va préserver le bien commun, la biodiversité, c'est elle qui est en train de nous préserver notre cadre de vie. Et là, on va dire 0 pour le propriétaire, 0 pour l'exploitant, 0 pour la collectivité. Mais attendez, si on réfléchissait un petit peu, on pourrait dire, dis donc, tu peux me donner un peu d'argent là pour m'aider là. Parce que toi qui bénéficies de la plus-value, tu pourrais quand même m'en donner un peu pour que je sois rémunéré, pour préserver le bien commun qui te permette de construire. Donc de l'argent, on en a. C'est la manière dont on va devoir changer nos modèles de fonctionnement. Et encore une fois, on peut le faire avec bienveillance si c'est compris par tout le monde. Mais la zone humide, ce n'est pas un terrain pourri. Parce que c'est elle qui est en train de nous préserver, finalement, et de préserver notre avenir à tous. Donc vous voyez, je pense qu'il faut qu'on ait peut-être le courage d'expérimenter, parce qu'on ne sait pas non plus, on a le droit de se tromper, mais on a le droit d'essayer d'écrire des récits collectifs qui fassent que l'environnement ne soit pas une contrainte, mais une vraie ambition collective. On ne peut pas faire autrement. C'est la question de notre santé, c'est la question des générations futures, de ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est de ça qu'il est question. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 10 minutes et je voudrais juste faire, alors, en 2 temps, là, vous avez évoqué finalement une question qui est centrale en évaluation, qui est celle de la cohérence des politiques publiques et de l'accent, et qui m'amène à penser, c'était un peu notre dernier temps, entre est-ce qu'il faut plus de preuves de l'efficacité des politiques publiques, ou est-ce qu'il faut mieux de preuves? Et j'aurais tendance à dire que la cohérence, montrer la cohérence ou l'incohérence, c'est aussi un élément important. Donc, l'idée, c'est de laisser aussi un petit peu quelques questions pour la salle. Donc peut-être juste, est-ce que vous avez des dernières réflexions à nous partager sur cette question des preuves, très rapidement, 5 minutes, chacun d'entre vous, avant qu'on ouvre 5 grandes minutes de questions? Pas chacun. Tout. Non, 5 minutes en tout. Oui, on est bien d'accord, Virginie. Tu as bien raison de revenir là-dessus. C'est bien ce que j'avais en tête. Peut-être, si vous me permettez, oui, j'avais un micro d'ailleurs, mais bon, peut-être un point qui pourrait être souligné. Alors déjà, ça ne fera pas tout, ça ne prouvera pas tout. Pour nous, c'est un pilier de la démocratie environnementale, l'évaluation, mais ça ne peut pas répondre à tout, d'autant qu'on est sur un sujet complexe qui embarque, ça a été dit, aussi bien la santé, la vie quotidienne, l'impact environnemental. Donc il y a des choses plus ou moins mesurables. Donc on a noté que, bien évidemment, ce qui est souvent mesuré, parce que c'est le plus simple, ce sont les émissions de CO2, mais il y a bien plus d'indicateurs qui sont complexes à construire. Donc il y a cette complexité de la construction qu'il ne faut pas oublier. Et puis le fait que par cette mise en œuvre territoriale, on arrive aussi à des données qui sont émiettées, éparpillées et pas toujours cohérentes. Et que pour construire cette évaluation, il y a un gros effort aussi d'harmonisation, de concertation à tous les niveaux pour arriver à une évaluation qui puisse être construite et révélatrice des réalités. Merci. Madame Quinault, Antoine, oui, juste, quelques mots. Juste 2 mots. Vous disiez, est-ce que l'évaluation apporte des preuves suffisantes? Je dirais, l'évaluation apporte des preuves suffisantes. Le problème, c'est qu'apporter des preuves n'a plus l'air suffisant. Donc, je pense que le problème est là. Et en tant que tel, enfin, ce que la situation aujourd'hui met en question, c'est le statut de la preuve, le statut des faits, le statut y compris de l'expertise, des démonstrations scientifiques. Moi, je dirais juste que l'existence même de l'évaluation, parce qu'elle met en son centre la question de la causalité, c'est en soi un acte de résistance face au complotisme qui met constamment en avant des concomitances en essayant de nous les faire prendre pour des causalités. Donc la rigueur de l'évaluation, en soi, c'est un bon investissement. Merci. Antoine Durand, Madame Rosil, est-ce que vous avez quelques mots avant qu'on passe aux questions ?
En 2 mots, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et évidemment, je pense qu'on a besoin un peu des deux, entre plus de preuves et mieux de preuves. On a besoin de continuer à fournir des preuves et l'évaluation des politiques publiques doit y contribuer. On a parlé de désirabilité de la transition écologique. Il faut que ce soit étayé, que ça continue à être étayé par des analyses sur les co-bénéfices, par exemple sur la santé. On a parlé des emplois. On travaille par exemple sur les dynamiques de création d'emplois de la transition écologique au service des territoires ruraux. Comment est-ce qu'on apporte des preuves et des conditions de faisabilité. Et mieux de preuves, parce qu'en fait, il faut qu'elles soient partagées. On a trop de connaissances qui sont, alors peut-être pas prises en compte parce que la grande mode est de contester les démarches scientifiques, mais aussi elles ne sont pas suffisamment discutées dans des cadres comme ceux du Conseil économique, social et environnemental, du Césaire, ou dans le cadre de gouvernance partagée. On a encore trop de dispositifs d'action publique qui sont gouvernés de manière trop technocratique en quelque sorte, et ça manque d'association des parties prenantes. Et là, c'est ce que évoquait, c'est ce qui a été dit dans les citations de Maurice Ballet, on a besoin de bien associer les parties prenantes, donc mieux mettre en valeur, mettre en débat ces preuves. Merci. Madame Roisil, un dernier mot? Non, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Anne-Sophie. Merci de vous présenter avant et vous lever s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous, Anne-Sophie Barnet, Office français de la biodiversité. C'était juste un petit complément que je voulais apporter aux propos de Madame Melling. Donc effectivement, l'OFB, on apporte un appui au ministère pour élaborer, animer et évaluer les politiques publiques, notamment en matière de biodiversité. Et effectivement, le cas que vous citiez sur la stratégie nationale biodiversité numéro 2, 2011-2020, on a fait cet exercice de l'évaluer parce que ça fait partie de nos missions. Et ce qui est effectivement difficile, c'est de devoir évaluer un objet quand il n'a pas été élaboré à la base pour être évalué. Donc, des difficultés parce que pas d'objectifs quantifiés. On est plus dans des plans d'action sans vraiment voir où on veut aller. Ce qui est important, c'est de quand même mener ces bilans évaluatifs. Et surtout, l'enjeu, c'est de les partager avec les instances et surtout ensuite de mettre en œuvre les recommandations pour réviser ces cadres stratégiques. Et en ce sens, la nouvelle stratégie biodiversité, elle a vraiment intégré, il y a eu un effort avec l'ensemble des parties prenantes pour se projeter à 2030 sur les ambitions, ce qu'on en attendait. Alors, ce n'est pas parfait, mais on voit vraiment que maintenant, il y a une stratégie avec une démarche évaluative qui a piloté son élaboration. Et là, on va rentrer aussi dans les premières phases d'évaluation. Également pour la stratégie aire protégée. Et on pourra vous présenter tout ça. Je fais un peu de pub lors de la session 2 ce matin à 11h. Voilà, merci. Je vous demanderai une question courte. Mettre du temps. Bonjour, Olivier Cos, en charge de l'évaluation des politiques sociales et observations sociales à Strasbourg et à l'Eurométropole. J'étais très intéressé, comme d'ailleurs l'Assemblée l'a été, par les propos de M. Burlot sur les questions de contradiction entre politiques menées en silo. Et donc ma question serait de savoir quelle est l'attention qu'ont les collectivités et aussi l'État dans des évaluations transversales. Je me permets. Du côté de l'ADEME et en tous les cas en direction régionale, vraiment, on accompagne beaucoup les collectivités avec un programme qui s'appelle Territoire engagé pour la transition écologique, qui est basé sur 2 référentiels, un sur des objectifs, donc climat, air, énergie, et l'autre sur des objectifs d'économie circulaire. Et en fait, c'est un outil d'amélioration continue. Donc, on est vraiment... avec un portage au plus haut niveau dans la collectivité de cette démarche-là et en termes de management aussi, ça apporte des objectifs en termes d'appui interne au management pour décloisonner. Enfin, très très clairement, cet outil-là, on constate qu'il permet de se faire parler. Je ne dis pas qu'il prend des décisions tout à fait cohérentes, mais le but, c'est ensuite d'aller sur la marche de la programmation des investissements.
avec cet outil-là. Donc on va travailler, Rennes Métropole travaille sur la programmation des investissements climat, alignés climat, et c'est vraiment des méthodos qu'on veut continuer à développer. Parce que la clé, c'est quand même comment on se projette sur le financement de cette transition, enfin, avec la contribution du privé, hein, évidemment. Hein. Ce n'est pas le public qui va tout régler. Hein. Juste pour parler pour répondre à cette question, vous prenez le fleuve. On a utilisé les fleuves pour séparer les territoires. On sépare les communes, les intercommunalités, les départements, les régions. Chacun fait sa politique dans son coin. On n'a pas de lieu de cohérence hydrologique. C'est rive gauche, c'est rive droite. Les rives ne se parlent pas. Comment vous gérez un fleuve comme ça? C'est pas possible. Donc vous vous posez la question de la légitimité du périmètre hydrographique, qui est la seule qui vaille quand vous vous occupez d'un fleuve. Eh bien, elle n'existe pas. On n'écoute jamais les fleuves. Ou si peu. Je vais vous raconter une anecdote. Quand on a écrit le SDAGE, quand on a écrit le SDAGE, schéma d'aménagement de gestion des eaux, on a demandé l'avis de l'autorité environnementale. L'autorité environnementale nous a dit très bon document, 17 kilos de papier, très bon document, personne ne le lit d'ailleurs, hein. Mais dommage qu'il ne parle pas au SRADET des régions. Je vous ai dit que c'était l'économie et l'aménagement du territoire qui faisaient la qualité de l'eau des fleuves. Donc c'est un peu embêtant quand le SDAGE ne parle pas au SRADET. Et par curiosité, je suis allé voir l'avis de l'autorité environnementale sur le SRADET des régions, des 6 régions qui composent le Loire-Bretagne. Très bon document, dommage qu'il ne parle pas au SDAGE. Voilà dans quelle situation on est dans ce pays. Les documents de planification ne se parlent pas. Donc comment voulez-vous qu'on y arrive? Merci. Je pense que ça va être difficile de tenir les temps, parce qu'on va être que dans des sujets très passionnants. On va donc arrêter malheureusement les questions là. On va se donner une pause plus courte, si vous le voulez bien, jusqu'à à peu près écart, et permettre le démarrage des ateliers à au plus tard 11h20, en essayant de rattraper le temps le plus possible pour se retrouver ensemble sur les sessions suivantes. Merci à tous.